Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de ma dernière séance de psychanalyse. En mettant fin à son analyse, Sylvie a découvert son analyste sans ses masques, comme elle dit. Voilà l'histoire. Quelques mois après sa dernière séance de psychanalyse, Sylvie reçoit un appel. C'est son analyste. Il a besoin d'elle. Il est accusé d'abus et de passage à l'acte sur plusieurs patientes. Il veut que Sylvie témoigne pour le défendre. Et pourtant, il sait que Sylvie a été victime d'inceste. C'est ce qu'elle a travaillé avec lui pendant 10 ans. Malgré ça, il va la manipuler pour obtenir son témoignage. Mais Sylvie ne résume pas sa psychanalyse à cette épreuve finale. Elle me raconte comment ces 10 ans sur le divan l'ont aidée à dire l'indicible, à être entendue pour la première fois et à se reconnecter à elle, à son corps, à son désir, pour définir et conquérir sa place de femme, d'autrice et de thérapeute. Dans ce témoignage que vous allez entendre, Sylvie me raconte aussi les limites du silence très lacanien de son analyste. Comment elle serait restée en cours de construction, comme elle dit, si elle n'était pas allée chercher une aide et des outils plus concrets pour sortir de ces mécanismes autodestructeurs. Un grand merci à Sylvie pour son témoignage. Bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Salut! Bonjour, bonjour. Enchanté, je suis super contente de te parler. Oui, moi aussi, bonjour. Je trouvais l'idée intéressante quand j'ai vu défiler ça sur Facebook et que j'ai écouté. Je trouvais ça, enfin, ça me parlait, quoi. Est-ce que tu veux commencer par te présenter alors, Sylvie ? D'accord. Donc, je m'appelle Sylvie Giraud. Cette année, j'ai 51 ans. Je suis auteure. Je suis également sociothérapeute dans une maison communautaire thérapeutique. Pour personnes, pour la plupart, psychotiques. Voilà, je travaille là depuis 8 ans. Avant, je travaillais en psychiatrie aiguë. Et en ce moment, j'écris une pièce de théâtre. En gros, voilà, je suis maman d'un Anton qui a bientôt 12 ans. Et j'habite à Bruxelles. Alors j'ai envie d'essayer quelque chose avec toi. Si jamais on se projette directement, sans aucun contexte, dans cette dernière séance, Ouais. Est-ce que tu peux me la décrire en détail ? Oui, parce qu'elle est pas, enfin, c'était pas très long. Alors, on est en 2009. Je suis enceinte d'à peu près 5 mois et demi. Et ça commence à me peser, les séances. Et la place de l'enfant commence à primer. Et la place de l'écriture, surtout dans ma vie, commence à être mise vraiment à l'avant-scène. Et donc, je vais à ma séance et je dis vraiment extrêmement peu de choses. Je fais vraiment une économie de parole puisque je m'allonge et j'annonce que c'est pour moi la dernière séance, que je choisis, que je décide d'investir dorénavant dans l'écriture. Quand je dis investir, c'est que j'allais vraiment effectivement entamer une année d'écriture où j'allais payer pour qu'on lise mon travail et également lire le travail d'autres personnes. Et une fois que j'ai annoncé ceci, je ne dis plus un mot. Mon analyste reste quoi derrière moi. Et à un moment donné, donc nous on est dans un quartier, là c'est dans le quartier européen, c'est un cabinet très cossu, il y a des tableaux au mur, il y a un tapis en dessous, entre moi et le divan, une espèce de tapis persan, bref. Je me lève, je me lève, je me mets sur mon séant, je reste assise un temps, toujours sans rien dire, j'attends, est-ce qu'il va dire quelque chose ? Il ne dit rien. Je me lève, je paye 70 €, je lui serre la main et je le quitte. Mais, et c'est là où pour moi ça a été particulièrement étonnant, lui va me recontacter en fait. Il va me téléphoner quelques mois après, pas très longtemps après, parce qu'il a besoin de moi. Il a besoin d'un témoignage. Il a besoin de soutien parce que là, il m'appelle. Bon, moi, je suis très étonnée. Et puis, il se met à me déverser son actualité.
en gros qu'il est soupçonné de passage à l'acte sur des analysantes et qu'il a donc besoin de témoignages pour le soutenir. Et donc, moi qui suis encore vraiment prise dans le transfert, au départ, je réponds oui, 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 bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je pose le combiné. J'ai déjà accouché, je sais plus si j'ai déjà eu mon enfant ou pas, mais enfin bon, bref. Cette question, enfin cette demande de sa part vient directement, c'est directement en relation avec des choses que j'ai traitées en analyse. C'est vraiment pas anodin puisque vraiment, et je veux dire, j'ai quand même fait 10 ans avec 10 ans d'analyse avec cette personne, donc la question de l'abus, elle a clairement été abordée et traitée pendant ces 10 années-là. Et donc, à un moment donné, quand même, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment envie finalement de me remettre là-dedans, d'être peut-être entendue dans un tribunal, etc. Et je me souviens que non, en fait, que je suis pas du tout là-dedans, que j'ai vraiment envie d'être dans ma maternité, dans d'autres choses. Et donc, je lui signifie. Et là, il m'écrit. Il revient à la charge, avec une dialectique absolument magnifique. Il sait que je suis quand même, il sait que je suis encore tout à fait charmée par la connaissance et par les intellectuels. Donc, il me rappelle qu'il est un ami de Rodinescu, etc. Enfin, qu'il est vraiment. Et donc, je dois vraiment tenir bon. Et il finit par me dire une fois au téléphone, parce qu'il me rappelle, c'était presque harcelant, il me rappelle et là, il fait référence à mon traitement des hommes. Parce que je l'ai évincé quelque part, j'ai pas répondu à sa demande. Et là, je me dis, mais moi qui suis moi-même clinicienne, je me dis, mais quel mufle! Je suis extrêmement déçue de lui, pas en tant qu'homme, mais en tant que psychanalyste pour le coup, et en tant que psychiatre par ailleurs, parce il est également psychiatre, ce monsieur. Et donc, il m'avait écrit 2 lettres, et il y a une lettre à laquelle j'ai répondu, toujours pour refuser. Et il a utilisé cette lettre avec laquelle il a été au commissariat pour que je reçoive une convocation et que je sois quand même obligée de témoigner. Terrible, hein? Ce qui m'a permis de dire quand j'ai été témoignée, puisque j'étais convoquée, là, pour le coup, au commissariat, que moi-même, en tant que thérapeute et clinicienne, ce qui m'avait fortement surpris et déplu, c'est qu'en fait, à aucun moment, lors de sa demande, il m'ait demandé comment j'allais, déjà, qu'il ne se soit inquiété même de l'effet que pouvait avoir cette demande auprès de moi, et que ça me semblait vraiment vraiment pas professionnel en fait. Voilà. Et que bon, moi après je l'ai pas enfoncé non plus. Moi j'ai eu aucun souci avec lui de ce côté-là, enfin côté passage à l'acte. Je peux même dire, il m'a fait 1 ou 2 fois des compliments, c'était plutôt sur genre c'est joli ce que vous dites, et moi directement je ne suis pas là pour ça, je coupais directement une ouverture du côté de la flatterie, parce que effectivement je venais pas pour travailler ce genre, enfin j'étais pas là-dedans, mais donc moi j'avais jamais eu de problème avec lui de cet ordre. Quand tu disais que tu as traité l'abus en psychanalyse, est-ce que tu te sens à l'aise de m'en dire plus? Oui, en fait moi quand j'ai commencé l'analyse à 18 ans à Paris d'abord, avec Jean-Jacques Moscovitz. Je voulais donc moi je suis quelqu'un qui a été malheureusement qui a subi l'inceste très jeune à 12 ans disons, de mes 12 à 13 ans, presque 14 ans, et j'ai réussi à me sauver de chez moi, etc. Enfin voilà, mais j'avais effectivement beaucoup de choses à travailler du coup après ça. Et j'avais, après 2 occlusions intestinales, je me suis dit là, faut vraiment que j'entame un travail parce que ça va pas le faire. Mon corps m'auto-détruit, ça ne va pas. Et puis j'ai quitté la France. Enfin bref, j'ai réentamé mon analyse à 28 ans à Bruxelles. Et au départ, je voulais travailler, je voulais faire le deuil de ma mère. Moi, c'était ça je me suis présentée avec ça. Ma mère est vivante, hein, mais ma mère vit avec l'homme qui m'a abusée.
Donc je voulais faire le deuil de cette mère que je n'avais pas eue et que je n'aurais pas. Et ta mère réfute les abus? Pas du tout. Il a été emprisonné pendant presque 7 ans. Elle réfute pas, mais disons qu'elle est plus sa femme à lui que ma mère. Voilà, elle a choisi sa place. Enfin, ils ont une folie à deux, clairement. Mais donc moi j'avais un travail à faire pour sortir des relations d'abus, faire le deuil de ma maman, et puis me réapproprier un petit peu, mon corps, et m'autoriser surtout à être dans mon essence. Et mon essence à moi, elle passait vraiment par l'écriture. J'ai toujours été une grande lectrice, ça m'a sauvée, clairement. Voilà. Et donc je suis entrée en analyse avec cet objet, cette demande-là, ce souhait-là. J'ai pas fait le deuil de ma mère, hein. Autant te dire. Mais par contre, j'ai fait un chemin qui m'a permis de ne pas être en dépendance en dépendance du manque. Je ne suis plus dans la dépendance du manque, dans le lien, dans le rapport au manque. Le manque n'est plus un support. Si on revient un moment sur ta dernière séance, donc tu as fait 10 ans avec cet analyste. Oui. C'était quoi la place de la parole dans votre analyse? Elle était quand même très importante, la place de la parole. Donc c'était quelqu'un plutôt proche de Lacan. Hein. De la sienne, hein, excuse-moi. Oui, la sienne, elle était très économe. Et donc, il y avait des séances où il y avait juste pas un mot qui allait sortir de sa bouche, et d'autres séances où il relevait une chose que je venais de dire, qui m'invitait clairement à continuer dans le sens où j'étais du côté où j'étais en train de tourner. Souvent, je tournais autour d'un pot que je trouvais pas où était ce pot finalement. Et lui, avec sa question ou avec sa répétition, parce que souvent il y avait quand même des choses que moi j'avais énoncées, des mots que j'avais dit qui étaient répétés, ou alors parfois des confirmations. Parfois, il me disait que c'était très juste ce que je venais de dire, ou oui, c'est exactement ça. Je me souviens encore de moments comme ça où il confirmait mes hypothèses ou mon cheminement. Il confirmait que j'étais en train de dire quelque chose de juste, qui résonnait. Alors, comment tu comprends le silence total de la dernière séance? De sa part, alors je crois qu'il je crois pas qu'il s'attendait à ce que je vienne avec ça si vite. Et je crois que les séances précédentes, j'avais déjà un peu amorcé cette envie de départ, de quitter. Et je pense qu'il avait déjà lui-même aussi répondu un peu à ça en disant qu'il trouvait que c'était un peu précoce. Moi j'ai ressenti, alors c'était un peu opaque du coup dans la pièce, l'atmosphère, il y avait une espèce de densité, et moi j'avais un petit peu la sensation qu'il attendait. Est-ce qu'elle va changer de position? Est-ce qu'elle va encore dire quelque chose? Qu'il s'agissait pour lui plus de me laisser l'espace. En tout cas, c'est l'impression que j'ai eue. Je suis vraiment en train de faire de l'interprétation, là, d'ailleurs. Ouais. Mais toi, tu l'as vécu comment, alors, ta dernière séance? Puisque tu es partie, t'as payé, aucun mot? Aucun mot. Toi, tu étais contente de cette place qu'il t'avait laissée, frustrée de son silence? Tu te sentais comment? Je me sentais, en tout cas, convaincue d'avoir posé le bon acte. J'aurais sans doute apprécié quand même un ou deux petits mots de reconnaissance de l'acte que je posais, ne serait-ce que ça, parce que ça, il n'y a pas eu. Mais ça m'a pas dérangé outre mesure, le silence. Ce silence qui était quand même assez opaque, il faisait déjà consister, je dirais pas un mur entre nous, mais un barrage. Ouais.
Donc, et puis j'étais vraiment tournée vers ce qui poussait en moi. Donc, et l'écriture, parce que j'étais en train d'écrire un roman, et donc ça m'a pas trop travaillé. Moi, quand j'entends ton histoire et que je la compare à la mienne, j'ai un réflexe, un jugement, hein, c'est une opinion. Je trouve ça assez abusif, Oui. son comportement. Ah mais tout à fait, bien sûr, surtout que, mais évidemment, et d'autant que donc lui savait très bien ce que j'avais traité en analyse, et donc il venait vraiment faire un effet de réel. Enfin, il y a eu un effet de réel avec ce qui lui arrivait, mais enfin venir me chercher là-dessus, pour moi c'était carrément pervers même. Hein. Donc là j'ai découvert du coup, ce qui a été intéressant pour moi, c'est qu'il y a eu une chute du transfert, mais alors aussi massive qu'il avait pu être. Heureusement pour moi, je n'ai pas eu de désamour de la psychanalyse par contre, hein, puisque j'ai la chance de fréquenter d'autres psychanalystes et de connaître des gens, des cliniciens très bien. Mais lui, j'ai pu voir, je l'ai vu au-delà de ses masques, et j'ai été vraiment fort déçue. Après coup, par contre, j'ai quand même bien bossé avec lui. Malgré tout, parce que justement, il intervenait mais peu. J'y allais parfois 4 fois par semaine. J'y allais entre 2 et 4 fois par semaine, et j'ai pu vraiment changer beaucoup de choses dans ma vie pendant ces 10 années. Mais oui, non, vraiment, c'est plus que, enfin, pour moi, c'était vraiment, vraiment très inapproprié. Oui, très, très, très inapproprié. Et on n'a pas quelque chose à faire pour protéger d'autres patients, patientes de cette emprise? Alors moi j'ai laissé justement, bon, donc il y a eu donc lui, je sais pas jusqu'où ça a été cette histoire où il était un peu soupçonné d'éventuels passages à l'acte sur des analysantes. Honnêtement, moi ça me paraissait un peu over the top, exagéré. Maintenant, dans son discours, par exemple, ce qu'il me disait, c'est oui, une de mes anciennes analysantes érotomane, j'ai appris qu'elle s'était suicidée quand même, cette dame, hein, par exemple, m'a harcelée, etc. Elle est complètement folle. Mais donc quand il m'a déversé tout ça au téléphone, je me disais mais il est déclenché, il décompense. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Ça ne me regarde pas. En plus, il sait que moi-même j'ai été abusée. Enfin, c'était quand même très très fou, très inadéquat. Mais je ne me suis pas gênée justement quand j'étais au commissariat. J'ai pas porté plainte, hein, mais justement puisque à cause de lui, j'ai quand même été convoquée. J'ai dit ma position, et j'ai dit que je trouvais ça tout à fait, enfin qu'au niveau éthique, que moi-même en tant que thérapeute, je comprenais pas qu'on se permette ce genre d'intervention. Maintenant, c'est vrai que je voulais aussi me dégager parce que j'avais vraiment pas envie de me replonger. En fait, moi, je suis passée par la justice. J'avais 16 ans quand le procès a finalement eu lieu contre mon beau-père. C'était extrêmement violent. On est vraiment mis. Enfin, on vit un inceste, on le signale, on nous écarte de notre famille, on est mis au banc de la société une deuxième fois. C'est très compliqué quand même quand on vit ce genre de choses, et ça faisait remonter quand même des choses très désagréables, et j'avais vraiment envie de me protéger. Moi d'abord, en fait, avant de protéger qui que ce soit d'autre. Je l'ai recroisé dans la rue. Je pense qu'il est toujours psychanalyste. Je pense pas qu'il y ait eu de preuves, mais honnêtement, qu'il ait pu peut-être être déconnant comme il l'a été avec moi, par exemple. C'est fort possible. Maintenant, un vrai passage à l'acte, très honnêtement, je n'y croyais pas du tout. Maintenant, je sais aussi qu'il a épousé quelqu'un qui a été avec lui en séance 2-3 fois, et puis finalement ils sont devenus, oui, donc il y avait quand même quelque chose. Mais je donnais pas crédit non plus à un vrai passage à l'acte au niveau matériel, enfin concret, quoi, dans le corps. Ouais.
Tu disais, au final, on a bien bossé avec lui pendant 10 ans. Tu as tout de suite abordé la question de l'abus, de l'inceste que tu as subi. Est-ce que, j'allais te demander, c'est quoi les grands nœuds intimes que la psychanalyse t'a fait travailler? Qu'est-ce que l'analyse t'a dévoilé autour de cet abus ou comment elle t'a réparé? Comment tu t'es soigné grâce à la psychanalyse? La première chose qui a vraiment changé assez rapidement, c'est que j'ai pu me rapprocher un petit peu de mon désir. Alors, de mon désir social, professionnel, puisque bon, j'ai eu un parcours un peu compliqué au niveau des études et tout ça, puisque j'ai pas été accompagnée comme prévu, disons. Et que j'ai dû me débrouiller beaucoup seule. Au départ, j'étais plutôt destinée à faire Cagne, Hippocagne, ce genre de choses. Et puis, j'ai pas été suivie financièrement par ma mère. Et j'ai dû me débrouiller. Donc, quand j'ai commencé mon analyse, je travaillais dans des restos et j'ai pu commencer des études en cours du soir d'éducation spécialisée où j'ai fait mes stages directement dans des lieux orientés avec une façon de travailler orientée par la psychanalyse. J'ai été engagée très rapidement sur mon deuxième lieu de stage et donc j'ai commencé à développer des outils et des interventions au niveau clinique où pour moi il était important de faire émerger le sujet quand c'était possible. Et donc ces interventions et cette pratique professionnelle évidemment venait répondre à ce qui se passait pour moi. J'essayais de sortir de la position d'objet et de devenir de plus en plus sujet. Maintenant, les nœuds que j'ai traités, c'est le rapport au plaisir, comment contrer le trop de jouir, puisque j'étais ce que j'appelle le trop de jouir, le trop de jouissance, hein, donc quand ça déborde et qu'on est tout à fait, qu'on est justement plus sujet de ce qui nous arrive, quand on est pris par, quand ça devient symptomatique et quand on n'arrive pas à s'en dépêtrer, puisque j'avais pas vraiment, c'était pas stable, j'avais pas de racines, j'avais pas d'ancrage, j'étais pas arrimée, j'avais accès au symbolique, mais ça s'intégrait pas vraiment bien. Et j'avais tendance à me maltraiter moi-même. J'avais un rapport à mon corps qui était extrêmement compliqué. Tout le monde me complimentait, me disait que j'étais jolie et tout ça. Et moi, j'étais pas vraiment anorexique, pas vraiment boulimique, mais j'étais sur le bord comme ça. Et ça m'a pris vraiment très longtemps à sortir de ça, mais j'ai plus eu d'occlusion intestinale déjà. J'ai pu accéder oui, progressivement, peu à peu, à ce qui me faisait réellement plaisir. J'ai pu border la jouissance, donc ça c'est pas rien quand même, hein. Qu'est-ce qui te faisait plaisir alors? En fait, j'essaye de m'imaginer 3 à 4 fois par semaine, tu t'allonges, tu dis ce qui te passe par la tête, Oui. et comment ça transforme une Sylvie et ça l'aide à poser son désir et son plaisir? Eh bien, en fait, justement, c'est cette écoute. Alors, parce que être enfin écouté sans aucun filtre de ma part, être écouté vraiment et pouvoir dire absolument, enfin, pouvoir dire l'indicible ailleurs. Ça, pour moi, c'était extrêmement fondateur, structurant. C'était une première forme de reconnaissance de moi en tant que sujet. Donc ça, c'était vraiment très important. D'autant que ça m'était extrêmement peu arrivé précédemment dans ma vie d'être écoutée et entendue. Voilà. Donc ça, je pense que en ce qui me concerne, c'était vraiment. Et puis il y avait ce transfert qui était massif. À l'époque, je me souviens, j'ai eu un de mes amoureux qui était charmant, vraiment charmant, architecte aussi. Moi, j'étais très fort attachée au signifiant, donc c'était pas anodin qu'il soit architecte, un bâtisseur. Tu vois, moi, j'étais en train de bâtir aussi. Et ben, je me souviens de moi complètement con en train de lui dire si je devais choisir entre toi et mon psychanalyste, je choisis mon psychanalyste. Hein. Donc j'étais vraiment
Alors, j'étais pas dans l'emprise, mais j'étais éprise, oui. Et ces 10 ans, m'ont quand même aussi permise de repérer justement que j'étais dans les rapports duels d'amour, que j'étais très vite, que j'avais du mal en fait à me laisser aimer, que c'était compliqué pour moi de me laisser aimer. Et donc là-dessus, j'avais encore clairement beaucoup de travail à faire, et puis que j'induisais parfois dans les relations de la maltraitance, c'est-à-dire que l'autre allait quand même venir venir me rappeler ma place d'enfant. Ça a changé hein, entre-temps, heureusement pour moi. Grâce à la psychanalyse? Alors, pas tant que ça, en fait. Ce qui a changé grâce à la psychanalyse, c'est plutôt ma place sociale. J'ai pu assumer être plutôt une intellectuelle, être plutôt une femme pensante. Alors pensante, une femme de la pensée et une femme qui pense avec un A aussi, pour le coup. Ça, j'ai pu l'assumer et ça m'a donné une place dans la société. La place précédente qui était de prendre tous les jobs que je pouvais pour survivre. J'étais dans la survivance vraiment avant. Ça m'a permis de sortir quand même progressivement de la survie et d'entrer dans la vie. Mais par rapport au lien à l'autre, à la relation à l'autre, j'ai fait un travail après coup avec un psychologue clinicien qui avait vraiment fait tout un travail, qui a créé SOS Inceste ici à Bruxelles et qui avait vraiment fait tout un travail autour de cette question-là. Et j'ai travaillé 3 ans et demi avec lui et là, j'ai pu sortir des relations d'emprise. C'est super intéressant. Est-ce que tu vois ce que cette autre forme de thérapie a que la psychanalyse n'a pas et qui t'a aidé? Oui, clairement. C'est-à-dire que ce thérapeute avec qui j'ai travaillé par la suite, il levait parfois le voile, c'est-à-dire qu'il me donnait un peu plus de sa subjectivité, je pense. De temps en temps, il venait avec ses tripes un peu plus. Et puis, il m'a donné plein d'outils, juste des repérages. Et puis bon, il se trouve que c'était quand même, enfin, c'est quelqu'un qui donnait pas mal de séminaires, conférences, etc. Et donc j'ai un peu travaillé. Je suis allée en tant que professionnelle pour le coup, mais j'ai assisté à plusieurs séminaires et j'ai découvert la sémiotique. Et c'est des outils qui m'ont vraiment qui m'ont éclairé très fort. C'est quoi la sémiotique en 2 mots? En gros, c'est l'observation et la lecture de signes et de leur correspondance dans des modalités relationnelles. Donc, ça peut être le rapport que va avoir Médée à ses enfants, par exemple. On va schématiser et on va essayer de renverser le schéma pour voir comment ça fonctionne. De l'autre côté, on va essayer de repérer en fait vraiment juste les coordonnées. Les coordonnées A qui va vers B, puis B qui va lui aller plutôt vers un B', enfin comment ça fonctionne et comment ça pourrait fonctionner autrement du coup si on introduit un autre signe, en gros. Mais surtout, il m'a permis parce que donc il avait aussi beaucoup travaillé autour des relations d'emprise, des problèmes liés aux relations avec une personne perverse. Et, euh, et pour le coup, moi, après, j'ai eu un enfant avec quelqu'un qui sans doute maintenant s'est bien soigné aussi et qui n'est plus là-dedans, mais avec qui on a eu une relation qui était une relation d'emprise et qui vraiment essayait de faire de moi un objet et me vider de ma substance. Donc j'ai vraiment dû apprendre à repérer ça, à traiter ça, à repérer ce qui ne m'appartenait pas, à ne pas répondre aux injonctions comme ça de l'autre, et à découvrir que je pouvais être aimée sans m'offrir, en posant mes limites
et commencer par les définir et par me découvrir moi en tant que personne aussi et sujet. Et aujourd'hui, tu te sens où par rapport à cette quête? C'est que je ne suis plus dans des relations d'emprise du tout. Je repère très vite si j'ai affaire à quelqu'un qui me vampirise énergétiquement. Et je prends congé, mais avec un sourire, gentiment, et je repère aussi s'il y a lieu d'en dire quelque chose ou pas. Je repère beaucoup plus vite maintenant si l'autre est capable de recevoir une parole ou pas. Je repère aussi maintenant beaucoup plus justement qu'avant que ce qui est opérant pour moi ne va pas forcément l'être pour l'autre et que ce n'est pas un mode d'emploi général, ce qui a fonctionné pour moi. Voilà. Ouais, c'est comme ça. Et c'est super déjà. C'est pas mal. C'est intéressant ce que tu dis parce que je te partage une réaction à ton témoignage, si tu es OK. Bien sûr. La psychanalyse permet de faire dire ou de s'entendre dire ou de réussir à dire l'indicible. Et ce grâce au transfert et à ce qu'on projette sur son analyste. Et il y a un soin aussi à cette dernière séance ou à ces dernières séances à fermer le transfert, à l'épuiser, à revenir à soi et à sortir de cette relation. Et je note comme toi les manques de la psychanalyse, je ne sais pas ce que tu en penses, sur l'outillage de la réparation ensuite. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression qu'il y a besoin d'autre chose une fois qu'on a dit. Et que la psychanalyse doit s'arrêter pour ouvrir à quelque chose d'autre. T'en penses quoi? Moi, en tout cas, ça me parle complètement. Et pourtant, Dieu sait que j'avais vraiment une espèce d'appétence pour tout ce qui était psychanalyse. J'avais lu Kristeva, Freud, Lacan, enfin un peu déjà jeune. Et j'étais vraiment très, très, très aimantée par ces glissements de signifiants, tout ça. Enfin, je trouvais ça vraiment passionnant, mais on peut aussi se perdre beaucoup là-dedans, d'ailleurs. À t'entendre, du coup, je comprenais mieux, effectivement. Bah oui, il a dû lui, forcément, qui s'est tu. Il a répondu à mon désir de clôturer par du silence, puisque comme ça, en fait, il laissait ses vannes à lui complètement ouvertes. Il laissait un possible retour vers moi et en comptant sur le transfert aussi, d'ailleurs, je pense. Mais ce qui se passe, moi, au départ, en tant que femme qui se disait ouais, je veux être indépendante, je veux gérer les choses, et puis j'ai pas envie qu'on me dise. Ça me plaisait bien l'analyse parce que on a l'impression d'être quand même un peu créateur. On a l'impression d'être celui qui va savoir. Il y a le sujet supposé savoir, mais il y a aussi soi et on est en train d'énoncer notre vérité. Donc c'est quand même, il y a une espèce d'auto-accouchement comme ça qui est quand même assez intéressant, assez valorisant, tout ça. Maintenant, en tout cas, moi, je suis tombée sur quelqu'un de particulièrement peu disert. Hein, il parlait vraiment très très peu. Il est lacanien, donc on se dit c'est ok, c'est normal, tout ça, voilà. Mais tout ce que j'ai appris après, quand même, je pense qu'il aurait pu de temps en temps être plus interventionniste et me donner quelques outils. J'ai vraiment, je pense que pour quelqu'un, je dirais ça dépend ce qu'on a. Bon, l'analyse c'est un voyage intéressant pour quiconque aussi, mais quand on a vécu des traumas vraiment tels que le mien, quand même, moi je travaille avec des personnes là les gens qui s'en remettent pas de ce que j'ai vécu, bah ils tombent vraiment malades, quoi, hein, fort. Donc, je trouve que quand même, il aurait pu me filer un peu plus d'outils et que j'aurais gagné du temps. J'aurais gagné du temps. Voilà, c'est ça. J'aurais vraiment gagné du temps. Après, parce que si je m'étais contentée de ça, ben j'aurais continué quand même à être dans l'emprise un peu, en tout cas au niveau des rencontres. J'aurais eu une place sociale acceptable, mais pas. J'aurais été en cours de réparation, quoi. Merci beaucoup. Est-ce que tu as envie d'un mot de la fin particulier ?
Eh ben moi j'ai envie de te dire d'abord merci parce que ce que tu fais, c'est pour moi c'est la fonction des passeurs et des gens qui font relais. Et donc je trouve que nous entre êtres humains, c'est vraiment des moments importants. Se relier au collectif, à la pensée, à l'élaboration commune. Moi, je trouve ça très important. Ça fait partie de ce qui nous rassemble. Et alors sans doute qu'au départ, ta réflexion était individuelle et singulière, mais tu en fais quelque chose où tu rassembles des personnes. Et ça, je trouve ça... je suis là-dedans moi aussi et je trouve ça noble. Donc, je voulais juste te remercier. Merci, je suis très touchée. À très bientôt. À bientôt. Ciao. Un petit PS, une parenthèse de poésie pour conclure cet épisode. Sylvie nous lit son texte intitulé « Nous ne sommes que des hommes ». Bonne écoute. Après tout, nous ne sommes que des hommes. Une espèce grouillante et brutale, une famille turbulente et désirante, une qui oublie son caractère unique. Il y a sur terre autant de cœurs que de pierres. La nuit a posé son voile de tulle et d'étoiles pour un temps qui ressemble à l'éternité, pour un tour de passe-passe. Avant tout, nous ne sommes que des cœurs. Mon cœur, un organe palpitant jusqu'à l'instant fatal, une bille d'amour supportant 1000 blessures, unique, ultime et soumise aux élans de ses frères. Il y a sous terre autant de pierres que de cœurs endormis. La peur de ne jamais revoir le jour a pointé son œil dans le ventre des uns, son nez dans le crâne des autres, jusqu'à diffuser sur toute la surface du globe des embruns âcres, tenaces, des effluves d'écume et d'agonie. Nous avons entamé un long chant. Tous les coffres se sont grands ouverts. Les fenêtres ont accueilli nos bras levés vers le ciel. Nous avons poursuivi le chant de notre guérison. Entre les pans du monde, des éclairs ont dansé. Par-dessus nos épaules, les vents ont sifflé jusqu'à transpercer nos consciences. Nous ne sommes que des enfants apprenant à marcher sur un fil d'acier, maladroits et graciles. Nous progressons par à-coups. Nos âmes entre elles tissent à l'envi un parchemin de soie. La voix est libre et gronde encore et tonne plus fort la résistance des avides. Tellement de tremblements, d'égarements et d'esprits engloutis, dominés, croyant en leur pouvoir sur la vie et la mort. Après tout, nous ne sommes que des hommes, voyageurs éphémères, nos corps s'accordent dans l'amour. Avant tout, nous ne sommes que des êtres en quête de lumière. Or, cette pluie de paillettes, cette essence absolue qui nous lie est à portée de main et à flanc de poitrine. Au vide, offrons le plein d'amour et laissons poindre une aube radieuse, même si nous connaissons, sans pouvoir les prédire, les effroyables pertes. La ronde est ronde comme le monde est monde.